Amis de l'écriture élégante, bonsoir. Bienvenue chez La Pérouse pour une nouvelle conversation avec la sensation de ce début d'année, le premier roman de Bruno Marsan, Underdog, publié aux éditions Séguier. J'ai dit mon enthousiasme sur ce livre dans la presse écrite. Vous avez presque 60 ans. Oui. Et un premier roman à 60 ans, c'est quand même extraordinaire. Ce n'est pas mon premier roman, j'en ai écrit d'autres sous mon vrai nom. D'accord. Bruno Marsan est un pseudonyme. D'accord. Bon, on en parlera un peu plus tard. D'abord, ce titre, Underdog. Underdog, ça signifie quoi exactement La réponse est page 20. Hein. Oui, mais je ne vais pas donner l'étymologie exacte, mais en réalité, vous voulez que je lise ? Ah bah oui. Ah, déjà, d'accord. Alors, le bum, donc c'est l'argot américain. Oui. Le bum, c'est le clochard et le paumé, et le raté. Ce qui, en français, s'en rapproche peut-être le plus, ce sont tocards ou bons à rien. Le bum est surtout un inaccompli, comme le sont les 4 personnages principaux du film. Polly, l'ami agressif porté sur la bouteille, Adrian, la fiancée timide et complexée, Mickey, l'entraîneur aigri et frustré, et lui-même, c'est-à-dire Rocky, le faux dur qui n'a pas eu sa chance. Aucun ne mène la vie qu'il espérait, tous ont des vides. À Polly, qui s'étonne que sa sœur Adrienne plaise tant à Rocky, celui-ci répond « J'ai des vides, elle a des vides. Ensemble, on remplit les vides. » C'est pourquoi pendant la scène des bannières, avec le promoteur, il se montre désarmé. Il est tête nue, sans le fameux chapeau noir qu'il porte dans tout le film. Surtout, il garde les mains dans ses poches. Jusqu'ici, on les a vus dans des mitaines, des gants enroulés dans des bandes velpo, bougeant, menaçant, jouant avec une batte de baseball, cognant des sacs de frappe, des quartiers de viande, jamais inanimés, toujours à droite, active, agile. L'art de l'acteur, c'est d'occuper ses mains. Quand Rocky sort du Spectrum, c'est la salle de spectacle dans laquelle joue dans le film Rocky, ouais, avec Sylvester Stallone. Voilà. Il les garde donc au fond de ses poches. Elles ont disparu avec son énergie, son humour, son assurance. Elles l'ont laissé seul avec son désœuvrement. Ses mains inutiles, ce sont celles du chômeur, du banni, de l'humilié. Et humilié, nul ne l'a été autant que Stallone, et personne ne figure mieux que lui, l'homme des faits, aux espoirs écrasés par la société. On lui a sectionné un nerf facial à la naissance, son visage est à moitié paralysé. Il a eu le plus grand mal à parler, ses professeurs l'ont tenu pour un débile léger, son père pour un crétin. On l'a renvoyé pour bagarre et vandalisme de toutes les écoles qu'il a fréquentées. On lui a promis la chaise électrique. Il a passé sa jeunesse à se battre dans la rue et à vivre d'expédients. On l'a refusé dans tous les castings. On l'a chassé de ses taudis. Il est devenu clochard. Il a dormi à la gare centrale de Manhattan. Il n'a jamais eu, dans le meilleur des cas, que des rôles secondaires non crédités. Il a joué des pièces devant 5 personnes où on l'a aspergé de neige carbonique. Il a tourné un film érotique pour $200. Il est devenu le père d'un enfant autiste. Il a fait tous les métiers, gardien, figurant, ouvreur, vendeur, jusqu'à se faire pisser dessus par les lions dont il nettoyait la cage à Central Park pour $1 de l'heure. Ils peuvent atteindre 10 mètres et leur urine sent 1000 fois plus fort que celle des chats. Je puais tellement que, en rentrant chez moi, j'étais le seul usager du métro new-yorkais à avoir un wagon pour lui seul. Donc ça donne une idée de votre style très percutant et ce choc de Underdog, c'est 2 histoires parallèles. Il y a donc toute l'histoire de l'enfance, la jeunesse, jusqu'à rencontrer la gloire de Sylvester Stallone, l'acteur américain. Et puis il y a la jeunesse d'un narrateur qui s'appelle Richard Morera, oui, qui vous ressemble peut-être. Qui me ressemble en partie, oui. Et qui est le fils d'un fou et d'une grand-mère sorcière dans le Béarn, oui, dans la montagne des Pyrénées, oui, et qui est lui aussi un underdog. Ah oui, oui, c'est un underdog, oui. Et donc ces deux, on se demande d'ailleurs quand on commence à lire le livre, moi j'étais immédiatement pris, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de célinien dans ce livre, c'était comme Le Voyage au bout de la nuit, et il y avait cette vie de Stallone et la vie de ce paysan béarnais, et on se demande à quel moment ils vont se rejoindre, se croiser. Ouais. C'est pour ça que 2 fois dans les 100 premières pages, je dis on ne voit toujours pas le rapport entre les deux, mais ça va venir. Vous ça va venir, rester. Oui. Si les lecteurs ont la patience de m'attendre, ils vont comprendre pourquoi. Parce qu'effectivement, ils se rejoignent à un moment. D'où est venue l'idée peut-être que vous-même vous avez adoré Rocky, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Oui,
En fait, je le dis exactement tel que ça s'est passé je le lis dans le livre tel que ça se passait dans ma vie. C'était dans un ciné-club, un pion nous avait fait, à l'époque, donc c'était les années 80, un pion s'occupait du vidéoclub, ou je sais plus comment on appelait ça, le ciné-club, enfin. Ah ouais, au lycée Francis Jam à Pau. Alors, ça, il n'existe pas, en tout cas à ma connaissance. Ah ouais. Mais bon, c'était dans ces eaux-là, oui, dans ces parages. Et on regardait, c'était un fan de cinéma américain des années 70, donc on avait vu Taxi Driver, enfin tous les classiques, mais aussi tous les classiques français, Marcel Carné, etc. Et un jour, il nous fait voir Rocky en nous disant, bon, vous voyez, c'était donc dans les années 80, Stallone était déjà la star mondiale. Je vous préviens, nous avait-il dit, vous avez une image de bas de plafond de Stallone, vous avez raison, et c'est un imbécile, etc. Mais bon, son premier film, il est regardable, quoi. Et donc tout le monde s'était gossé, etc. Sauf moi j'avais trouvé ce film extraordinaire. Je trouvais que c'était un film presque qui tendait vers l'arrêt-essai, parce qu'il est plus ou moins, il est pas en noir et blanc, mais il a des clairs-obscurs tout à fait épatants. Et puis surtout l'histoire m'a vraiment scotché, quoi, comme on dit bêtement. Et c'est aussi un livre sur, en tout cas, une sorte de bout du rouleau, quoi. C'est le voyage au fond du trou, ce livre, quand même. Stallone, quand il écrit Rocky, le scénario, il a toute une carrière d'acteur raté. C'est-à-dire qu'il a fait des milliers de castings. Et chaque fois, il s'est fait refuser pour des raisons, parce qu'il fait trop loupard, il a la gueule donc à moitié paralysée, il a pas une belle voix, il joue pas très bien, certainement. Il a appris l'art du théâtre à Miami, c'est-à-dire il a passé surtout son temps dans les bistrots, il a pas tellement étudié l'art du théâtre. Et c'est un acteur raté. C'est là qu'il se dit, bon, il faut que je m'écrive des rôles, parce que personne m'en confiera jamais. Et il en a écrit un certain nombre. D'ailleurs, il écrit beaucoup de scénarios, dont 2 vont être adaptés avant Rocky, à la télé, dans une série qui s'appelle La Soif du Mal. Il arrive à en vendre. Donc, ils se disent, voilà, c'est peut-être ça. Je suis peut-être bon à être un vrai scénariste pour Hollywood. Et jusqu'à ce qu'il, il fait quand même des castings, il continue, ça marche toujours pas. Il voit le combat Chop-Wentner contre Mohamed Ali. Chop-Wentner, c'est une espèce il se reconnaît totalement en lui, parce que c'est un boxeur sur le retour, qui est pas un bon boxeur, il est pas beau à voir. Alors, Mohamed Ali, c'est le plus grand champion, il est élégant, il est rapide. Et là, Stallone se dit, mais c'est une métaphore de la vie. C'est le type qui n'a aucun espoir de gagner. Il se bat quand même, et tout ce qui compte pour lui, c'est de tenir la distance. Et ça devient sa devise, tenir la distance. Il faut tenir la distance. Même si on n'a aucune chance, au moins on sera là. Moi, j'ai appris énormément de choses. Il y avait déjà eu un livre d'Emmanuel Bernheim sur Stallone, qui était bien d'ailleurs. Une sorte de nouvelle, qui était très bien. J'avais beaucoup aimé ce petit livre. Ouais. Et vous savez que Sylvester Stallone l'avait appelé. Il avait téléphoné à Emmanuel Bernheim. Sylvester, appelle-moi. Oui, alors voilà, je voulais savoir, est-ce qu'il vous a appelé? Pas encore. Non, pas encore, mais ça va. Mais c'est vrai que j'ai appris énormément de choses. D'abord, Stallone est quelqu'un de très, très cultivé. Très cultivé. Il connaît par cœur Edgar Poe. Il a passé 1 an de sa vie parce qu'il a été renvoyé de toutes les écoles, mais un jour, il a compris qu'il fallait qu'il se cultive. Il a passé 1 an à la bibliothèque de New York, qui a l'avantage d'être ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et il a lu essentiellement les classiques américains et français. Donc il connaît très bien la littérature américaine, et c'est un des rares acteurs américains qui est capable de citer de façon tout à fait naturelle des grands auteurs. Edgar Poe, parce que c'est presque un spécialiste d'Edgar Poe. Il a voulu faire la vie d'Edgar Poe depuis qu'il a l'âge de 20 ans. Il s'est totalement reconnu dans Edgar Poe. Il a fait 20 scénarios sur la vie d'Edgar Poe, et le 20e scénario, il date de l'année dernière. Il l'a montré sur Instagram, on voit le scénario écrit, surchargé, et c'est la 20e version. Mais il connaît Horace Walpole, il connaît Hemingway. Il n'aime pas Hemingway sur le fond de ses héros, mais il a une admiration sans borne pour Hemingway, puis les grands auteurs, Fitzgerald, voilà. Mais ce que les gens savent pas, c'est que Stallone donc était clochard. D'ailleurs, il dormait dans la rue. Il dormait à la gare des bus. De Manhattan, la gare de transit des bus de Manhattan, qui était à l'époque, dans les années 70, parce que là on est en 72, 73 à peu près, c'était un endroit très mal famé. Il y avait des junkies, de la prostitution, il y avait et il avait un œil sur ses affaires, parce que il les avait mis à la consigne, et lui-même dormait sur les bancs plus ou moins, tout en continuant à écrire des scénarios, parce que c'est l'époque où il voulait être scénariste. C'est-à-dire qu'il a été clochard entre deux chambres de bonne qu'il occupait.
où il n'arrivait pas à payer le loyer, donc il se faisait renvoyer, donc il allait dormir à la gare, il revenait après, enfin oui. Et ce qui est fou, ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est que donc il a écrit plein de versions du scénario de Rocky. Finalement, il y en a 9 versions, et finalement il y en a une qui a séduit des producteurs à Hollywood, et tous voulaient le confier à d'autres acteurs que Stallone. Stallone était un inconnu, donc pour avoir un peu d'ambition dans ce milieu, pour avoir un peu de succès sur un film de boxe, d'abord la réputation des films de boxe c'était de ne pas avoir de succès, donc il fallait au moins avoir une vedette. Donc tout le monde a postulé, tout le monde voulait ce rôle, mais tout le monde, sauf Robert De Niro parce qu'il avait Raging Bull, mais autrement Al Pacino, Steve McQueen, toutes les vedettes de l'époque de différents âges, de différentes générations en plus. Tout le monde. Ouais. Et Stallone a dit non, si je ne joue pas, le film ne sera, je ne vends pas le scénario. Alors qu'on lui proposait des millions de dollars et qu'il n'avait pas de quoi bouffer le soir même. C'est ça, et qu'il a dû vendre son chien parce qu'il n'arrivait pas à le nourrir. Il a vendu son chien pour une somme dérisoire à quelqu'un qu'il a rencontré. Je passe les détails, sinon on n'en finirait pas. Et quand le film a été accepté, il l'a vendu pour $20 000, c'est-à-dire le minimum tarif syndical, parce que c'était lui, parce qu'il n'avait pas de notoriété. Et avec ces $20 000, il est allé revoir le gars qui l'a vendu son chien, il l'a racheté $15 000, il lui restait $5 000, il a racheté son chien en lui promettant en plus un rôle dans Rocky. Ouais. Et il a promis au chien de lui donner aussi un rôle dans Rocky, c'est Bud Cuss, le fameux chien qui est dans Rocky. Et ce qui est la force de caractère qu'il faut pour tenir. Oui, et dire, oui. C'est ça la grande qualité de. Et finalement, il a donc joué le rôle principal dans Rocky avec très peu de budget. Oui, 1 million. Et le film a rapporté combien? Alors de mémoire, plus de 100 millions au moment de la sortie, c'est-à-dire. Alors qu'il il avait un pourcentage. Il avait un pourcentage, c'est le pourcentage, comme vous le savez, il y a la guilde aux États-Unis, donc il y a des pourcentages syndicaux. Ouais. Et il a gagné beaucoup d'argent mais il les a touchés assez tard en fait. Hein. C'est vraiment une histoire très très romanesque, très à l'américaine finalement. C'est très le américain. Type qui dort dans la rue et qui va se retrouver avec une villa à Beverly Hills le lendemain. Exactement, ouais. C'est très très américain, ouais. Et donc vous avez cette intrigue-là qui tout est vrai. Vous êtes documenté énormément et c'est haletant. On tourne les pages vraiment, on a envie de savoir. Et puis en même temps, il y a donc ce Richard qui est la loose totale du Béarn. Mais c'est très très beau et très touchant, ses relations avec sa grand-mère, les paysages des Pyrénées, l'école, le collège, les filles dont il tombe amoureux, qui n'en ont rien à foutre de lui. Et tout ça est très touchant. Et puis à un moment, quand même, ça fusionne et ça devient, on va pas tout raconter, c'est un livre qui fait 600 pages. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de mêler ces deux histoires qui n'ont rien à voir? Je voulais j'avais lu René Girard sur le mimétisme des comportements. Sauf que souvent, chez René Girard, on retient le mimétisme négatif, c'est-à-dire que dans l'esprit de René Girard, ce qu'on sait peu, c'est qu'il a aussi vu qu'il y a des modèles positifs. Et pour moi, ce Richard Moreira qui n'a pas de modèle masculin, il a été élevé par sa grand-mère. Le seul modèle masculin, c'est Monsieur Amunategui. Bon, le lecteur intéressé se reportera au roman. Et il trouve dans cet acteur dont il comprend qu'il a écrit sa vie à travers celui d'un boxeur. Rocky, oui. Ça, c'est un modèle parce que c'est un modèle de vitalité, d'énergie vitale. Et il en a besoin pour vivre. Lui-même est porté par une énergie vitale. Il fait tous les métiers jusqu'à ce qu'il rencontre Simon Saada qui va... Ouais. Un homme d'affaires libanais qui va jouer le rôle que Apollo Creed dans le film Rocky joue pour Stallone. Ouais. Voilà, c'est ça Mais c'est vraiment s'en sortir ou y rester. C'est ça le livre. On a vraiment l'impression que c'est que tout le temps des dernières chances. Oui. Il y a un côté aussi Dickens. Un peu. Ah oui. C'est un roman de formation, c'est un roman d'apprentissage. Oui. C'est Oliver Twist meets Rocky, quoi. Dans un short de boxeur. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que ce livre vraiment, d'abord, il se la joue pas. Vous êtes comique mais humble, joyeusement désespéré. Je précise que le premier humoriste du livre, c'est Stallone. Il est à pisser de rire. Hein. Ouais. Et c'est pas parce qu'il se fait pisser dessus par des lions, mais il est lui-même très très drôle. Hein. Il a un humour. Je pense que c'est l'acteur hollywoodien. Bon, j'en fais peut-être beaucoup sur lui, hein, mais je pense que c'est l'acteur hollywoodien le plus drôle
Ouais. depuis très longtemps, quoi. Mais c'est aussi un livre déchirant. Je veux dire, quand Richard quitte sa grand-mère sans la prendre dans ses bras et qui s'en veut parce qu'il a été trop pudique, et elle aussi, ou quand vous décrivez à Pau une fille dont il est amoureux, qui évidemment va sortir avec son meilleur pote et papa avec lui. Il y a beaucoup de passages très très émouvants. Au moment où la fille le quitte, il fait une machine à laver, il va dans une laverie pour laver son linge, et il retrouve une chaussette appartenant à la fille, et je cherchais l'expression pour dire il n'y en a qu'une chaussette. Quelquefois, c'est le mystère de la chaussette orpheline, on n'en trouve qu'une, pourquoi, où est-elle passée? Eh ben, c'est ça la métaphore de son amour pour elle. Il lui reste plus qu'une chaussette, c'est la chaussette orpheline, c'est l'amour orphelin, quoi. Ouais. L'histoire d'amour, on est le seul à aimer, quoi. Ouais. Je dis ça parce que c'était une semaine avant de rendre le bon à tirer. J'ai trouvé le mot, c'est orpheline. Ouais. La chaussette orpheline. Voilà. Je dis ça parce que ça m'a marqué. Vous avez vécu de beaucoup de petits boulots comme votre héros Richard. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. D'abord, avant de vous répondre, je récuse le terme petit boulot. Ce sont des métiers, et ce sont des métiers très, très pénibles, usants et qui forgent le caractère, mais qui sont vraiment usants physiquement. Oui. Donc l'expression petit boulot, c'est pas vendre c'est pas distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres. Je ne cherchais pas à dénigrer du tout. C'est pas pour vous reprendre, mais c'est parce que souvent j'entends cette expression et elle me gêne pour cette raison. Oui. Bon, on sent que vous aimez les écrivains qui ont vécu. On pourrait voir l'influence de Martin Eden, de Jack London, par exemple, dans Underdog, c'est-à-dire ou des auteurs comme Kessel, comme Blaise Cendrars, des auteurs qui ont bourlingué, quoi. Vous avez vraiment, par exemple, été éboueur au Pays Basque? Oui, ça s'appelle Reaper. On est à l'arrière du camion et alors à l'époque, oui, je ne racontez. Pas. J'étais avec quelqu'un et puis on faisait des concours de course à celui qui allait le plus vite parce que j'avais 20 ans donc je courais plus vite que maintenant et puis non, c'est pas intéressant. Ça s'appelle Reaper, c'est celui qui est à l'arrière du camion. Ouais. Vous avez travaillé dans des fêtes foraines avec des gitans? Alors ça c'est vraiment ça les gitans c'est ce qui m'a coûté le plus en fait. Je l'ai écrit en 2 jours toute la scène, mais c'était vraiment un souvenir très douloureux. Ah bon? Quoi, parce que de vous séparer, vous étiez devenus très amis ou c'était très violent? Oui, on sent que ça peut pas être inventé. Vous avez aussi été aide-soignant dans des EHPAD? On dit plus ça aujourd'hui, mais c'était un asile de fous. Voilà, avec des gens qui étaient soit devenus fous, soit qu'il était de naissance. Ouais. On dit plus asile de fous, mais les gens comprendront. Hôpital psychiatrique. C'était un hôpital psychiatrique. Ouais. Et là aussi, il y avait des scènes surréalistes. Je n'ai pas, j'ai regretté après de ne pas avoir fait davantage sur cet asile parce que c'était un lieu absolument incroyable. Peut-être ça sera l'occasion d'un deuxième livre. Peut-être. Ouais. C'est vrai que vous avez lu Larbaud pendant votre service militaire. Ça, c'est une qualité. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Non, mais je veux dire, est-ce que vous avez apporté un room service à Jean Edernalier dans un hôtel? Absolument. C'est vrai? Absolument. Très bien. C'était un être tellement incroyable. Je n'ai peut-être pas été très aimable avec lui dans le roman, mais c'était un être incroyable qui m'appelait parce que je servais d'homme à tout faire dans des grands hôtels. Et lui m'appelait à 7h du matin pour avoir une vodka orange, des œufs sur le plat et une pêche, ou un fruit. Et il me recevait, il était en train d'accomplir ses besoins naturels. Ah oui. Il ouvrait la porte et il pissait en mangeant, si vous voulez, en même temps, tout en me parlant et en postillonnant. Voilà, c'était un être particulier. Il écrasait ses cigarettes sur la moquette et les tiroirs de son bureau lui servaient de cendrier. Bon, donc, c'est difficile de parler de ce livre parce que c'est vraiment une construction très originale, un roman qui est comme un mixage de 2 trajectoires, de 2 clochards en fait, un métissage de destins foireux, tout ça avec humour, avec truculence, avec... Jusqu'à la moitié du livre, ensuite ça devient moins foireux. Oui, c'est vrai, on va pas tout raconter, mais Richard devient très très riche. Oui, et Richard a compris, c'est un garçon intelligent en réalité, c'est ce qu'a compris l'homme d'affaires Simon Salada. Qui lui vend des croissants aux États-Unis. Il a ouvert une chaîne
de boulangerie qui fait florès. Hein. C'est un vrai homme d'affaires à succès. Mais il repère chez ce garçon un éclair d'intelligence qui lui plaît, de vivacité, d'expérience directe de la vie, et ça lui plaît beaucoup. Et peut-être que la chose la plus originale du livre, c'est ce que je dis du management. C'est-à-dire que Richard comprend que le management moderne, c'est lorsque le client remplace le service, c'est-à-dire que le client fait lui-même le service et paie même un pourboire pour le service qu'il a lui-même accompli. Et là, il a cette intuition-là. Le client est tellement bête qu'on va lui faire le travail à notre place. Oui, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que Richard devient un cynique aussi. C'est le moment où il devient cynique. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça, c'est un moment assez triste du livre. Oui. Le héros qu'on aime, qu'on a appris à aimer, qui est sensible, qui est romantique, vers et qui devient de plus en plus cynique. Ouais, c'est ça. Le livre est cruel pour ça. Mais est-ce que c'est pas aussi un livre, d'ailleurs comme Le Voyage au bout de la nuit, où le Bardamu partait à New York, là aussi on va à New York, c'est finalement deux pays, la France et l'Amérique, ce sont deux pays de l'ambition. Deux pays. Il y a Rastignac chez Balzac, et puis il y a tous les romans américains sur les underdogs qui deviennent riches. C'est aussi un roman, peut-être, je sais pas comment on dit en allemand, Bildungsroman, un roman sur l'ambition et un roman ambitieux du coup. Et aussi un roman sur l'admiration, parce qu'ils n'auraient jamais fait, les personnages n'auraient jamais accompli ce qu'ils ont accompli sans avoir admiré quelqu'un. C'est à double tranchant, mais c'est aussi un roman sur l'admiration. Sauf que la tristesse, c'est que ça devient un salaud. C'est-à-dire que pour réussir, il faut devenir un vrai connard, quoi. Il n'est pas que ça, parce qu'à un moment, il a conscience d'être devenu ce qu'il est devenu, et c'est là qu'il quitte le monde des affaires aussi. C'est là qu'il revient en France. Là, vous racontez trop, trop. Bon, voici venu le moment de la révélation de l'émission, parce qu'en fait, Bruno Marsan, vous l'avez un peu dit, c'est pas votre premier roman. Vous avez 60 ans, et sous un autre nom. Vous avez déjà eu une vie d'écrivain, sous le nom de Bruno Lafourcade. C'est mon vrai nom. Et on le voit d'ailleurs à votre physique de rugbyman landais. Lafourcade, c'est un nom du Sud-Ouest. C'est un nom du Sud-Ouest. Et vous vivez... est-ce que vous vivez toujours dans les Landes ? Non, je vis en Savoie maintenant. Ah bon ? D'accord. J'ai changé de montagne. Un migrant, d'accord. Je suis un migrant, exactement. Et donc, oui, sous le nom de Bruno Lafourcade, vous avez écrit quelques critiques dans la revue littéraire. Vous êtes l'auteur d'un essai sur le suicide en 2014. Absolument. Peut-être au moment où vous étiez vraiment au fond du gouffre. J'étais vraiment très heureux à ce moment-là. Sinon, j'aurais pas pu l'écrire, je pense. Oui. Mais ce livre avait été salué par Roland Jacquard, le regretté Roland Jacquard, à l'époque de sa sortie. Qui devait le publier dans sa collection Perspectives critiques, qui a démissionné le 3 décembre. C'était le jour de mon anniversaire, qui a démissionné de son poste en m'informant que c'est pas pour cette fois. Voilà. Et vous aviez aussi écrit un roman sur l'école qui s'appelait Livret. Oui, chez Léo Cher, Voilà, chez Léo Cher, tout à fait. Et c'est vrai que ça c'était en 2018. Et donc, mais alors j'aimerais savoir pourquoi vous avez eu envie de changer de nom et d'essayer d'être à nouveau primo-romancier, comme on dit. Alors, la volonté n'est pas du tout celle-là. J'ai écrit le premier chapitre de ce roman, Underdog, qui s'appelait à l'époque, le chapitre s'appelait I Was Nobody, qui s'appelle maintenant Bum, avec dans l'idée de faire un roman qui s'appellerait Underdog. J'avais déjà toute l'histoire en tête et je l'ai écrit. J'ai écrit ce premier chapitre. J'avais 30 ans, donc il y a 30 ans. Ah oui. Et je n'ai pas pu écrire la suite. C'est-à-dire que j'étais bloqué psychologiquement par je ne sais quoi. J'ai eu un frein psychologique parce que je savais que ça allait être très personnel. Tout ce que j'avais à dire me touchait de très près. Et je n'arrivais pas, quoi. Donc j'ai essayé et je n'arrivais pas à faire le deuxième chapitre. Donc je me suis dit, je vais y revenir plus tard. Et 30 ans plus tard... un ami me dit, on discute de toute autre chose, et tout d'un coup, ça a duré 5 minutes, ça me prend comme ça parce que je suis à moitié fou. Tout d'un coup, je parle de Stallone, et tous les gens qui me connaissent savent qu'à un moment donné, j'en arrive à Stallone. Et je lui raconte Stallone, je lui dis, tu sais, moi j'ai un rapport à Stallone, ça a été un modèle, c'était un truc. Et il me dit, mais bon, il est psy. Et il me dit, mais
Je sais pourquoi tu n'arrives pas à écrire. C'est parce que tu le veux. C'est tellement personnel que tu ne peux pas l'écrire sous ton nom. Il faut que tu l'écrives sous un nom d'emprunt. Ah oui, oui. Et il me dit, mais quel nom d'emprunt? Ça serait me trahir. Mais non, on prend un nom près de chez toi, qui te concerne. Bruno Marsan, il me dit, ah mais ouais. Et là, ça m'a fait un déclic. Parce que vous habitiez à l'époque à Mont-de-Marsan? Parce que j'habitais à côté de Mont-de-Marsan. Oui, d'accord. Et parce que j'ai écrit aussi un roman qui s'appelle Saint-Marsan. Ouais. Et qu'il avait lu. Il me dit, si tu prends un nom proche de toi, mais qui n'est pas toi, tu vas y arriver. Je suis rentré chez moi et en 6 mois, j'ai écrit la suite. Ouais, il a trouvé ça. le truc qui m'a fait. Ah oui, qui a Alors, tous décoincé. les psys pourraient expliquer ça beaucoup mieux que moi, mais ça a été un effet incroyable. C'est encore plus bizarre que ça, parce que ce livre, vous l'avez perdu. Il y a un virus dans votre ordinateur qui a tout effacé. J'ai écrit 100 pages du livre. Et un lundi matin, je me lève et le fichier ne s'ouvre pas. Je demande à un informaticien de regarder. Il me dit non, il n'y a plus qu'une longue et désespérante chaîne de zéros. Que des zéros. Que des zéros. Et je me dis, mais en fait, c'est la métaphore du livre. Je suis en train d'écrire sur des zéros, je suis moi-même un zéro, il y a tous les zéros qui s'enchaînent pour me dire, arrête. Et ça n'a jamais été possible de retrouver le manuscrit. Non. Le fichier, c'est tout. Et j'avais fait plusieurs copies, toutes les copies étaient des zéros multipliés par ça, c'est le cauchemar de tout écrivain. Voilà, ça. c'est le cauchemar de tout écrivain. écrivain. Vous n'aviez rien sauvegardé en papier? Ah non, j'avais rien. Toujours faire une sauvegarde papier. Et ce qui est fou, c'est que ça m'a abattu 1 heure. Mais je me suis dit, ce que j'ai fait, je peux le refaire. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. J'ai laissé passer 1 semaine, je suis reparti en Savoie. Et à la montagne, au milieu des choucas, à 2000 mètres d'altitude, j'ai écrit toute la partie, tout ce que j'avais qui est la plus belle partie du livre, la partie sur les montagnes, sur les montagnes, parce que je les avais en face sous mes yeux. Ah oui, oui. Ouais, bah, dis donc, ça, c'est courageux. Hein, et je précise autre chose, c'est que pour l'aspect, pour ce nom, c'est un roman qui parle de quelqu'un qui quitte sa région. Et en fait, les Bruno Marsan, les romans, s'il y en a d'autres de Bruno Marsan, ce seront toujours des romans qui ne parleront plus d'Aquitaine, parce que tous mes romans sous mon vrai nom ne parlent que de cette région-là. Ouais. Donc c'est un adieu à ma région d'origine. Oui, d'accord. Donc le deuxième roman ou le troisième parleront certainement de l'étranger, de pays très lointains. Sous le nom de Bruno Lafourcade, vous avez publié un pamphlet sur le milieu littéraire qui s'appelle La littérature à balles réelles, où j'ai été massacré avec tendresse, mais massacré quand même. Mais vous avez massacré tous les écrivains à succès. Vous étiez quand même un tout petit peu aigri, non? Pardon. Je le dis au début du livre. Oui, vous le dites. Je le dis que je suis aigri, que c'est par aigreur que j'écris. Oui. Et l'aigreur est un bon moteur. Tout à fait, mais attention, il y a une entrée Bruno Lafourcade dans le livre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Le plus méchant des portraits, c'est quand même le mien. Oui. Non, mais vous n'avez pas comment dire, je vais pas vous le reprocher vu ce que j'écris sur mes contemporains, moi aussi. En plus, alors, voyez. C'est tout à fait. C'est un genre, la critique littéraire, le pamphlet littéraire, qui est un genre important. Aujourd'hui, c'est un livre que je n'écrirai plus. J'ai presque honte d'avoir écrit ce livre. Oh non, pourquoi? Parce que je trouve que, précisément, je jouais au type aigri, et en fait, je me dis, il y avait vraiment beaucoup d'aigreur, ouais. Non, mais c'est pas. Non, mais c'était. Non, je regrette de l'avoir écrit. Je n'écrirai plus aujourd'hui. C'est vrai que, vu votre panthéon personnel, qui sont des écrivains qui ont vécu, qui ont travaillé, qui ont été, qui ont galéré, le milieu germano-pratin pouvait vous agacer parce qu'il. Mais je le connaissais pas, je le connais pas plus maintenant. Ça, c'est pas une excuse, je trouve. Bon. Non, je suis le premier à me fustiger. Non, il faut pas. C'est nécessaire, c'est important qu'il y ait des pamphlets. Il y a un jeu dans cette émission, c'est devine tes citations. Alors, comme c'est votre premier roman, il y en a quelques-uns précédents, mais j'ai essayé de trouver des citations de vous, et vous me dites dans quel livre il y avait cette phrase. Voilà. Comme le singe imite l'homme, le pauvre imite le riche. Bah oui. C'est dans Underdog, bien sûr. Et puis, c'est une phrase en plus que j'ai écrit plusieurs fois dans plusieurs livres. Ouais. Donc, j'ai même pas l'excuse de l'originalité. Parce qu'en fait, je me copie moi-même. Ce qui est affreux, c'est le manque de goût des pauvres, parce qu'ils imitent les riches qui eux-mêmes n'en ont aucun. Bon. C'est ça que vous voulez dire un peu. Oui, c'est un peu ça, mais c'est pas trop correct de dire ça. Non, mais il n'y a rien de correct dans votre livre. C'est pour ça que je l'aime. Autre phrase de vous. On appelait les élèves des apprenants. On utilisait pour les cours des articles de Sciences et Vie Junior. Oui, mais c'était tellement dramatique. C'est dans quel livre, ça? Ça, c'est dans... Non. Dans Livret. Dans Livret, bien sûr. Livret, oui. Ah oui.
C'est terrible, ça. Ouais, parce que vous avez aussi été prof, alors. J'ai enseigné un peu, Ouais. et puis j'en suis parti parce que j'étais vraiment catastrophé, non pas par les élèves d'ailleurs, mais parce qu'on faisait manger, quoi. C'était incroyable. Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de livres sur l'école, Oui. avec des héros qui sont profs et qui galèrent. Je pense à Mammifères de Pierre Méraud, Rééducation nationale de Patrice Jean. Patrice Jean. Et Émeric Patricot aussi a fait un roman dont j'oublie le titre à l'instant, évidemment. ouais. Et tous les romans dont le héros est un prof, ils sont réussis. Même Entre les murs de François Bégodeau, je trouve plutôt réussi. Je suis d'accord. Ouais. C'est un très bon sujet. Il y a beaucoup de matière aussi. Ouais. Est-ce que le prof de votre livre, Jean Lafargue, c'est aussi un underdog? Ah, complètement. Ouais. Oui, c'est oui. Puis en plus, j'avais choisi ce nom parce qu'il se rapproche de la fourcade, quoi. Donc c'était aussi moi. Ouais. Ah, et Lafargue, pas pour le droit à la paresse de Paul Lafargue? C'était ça aussi. Il y avait ça aussi. C'est vrai. Parce que c'est vraiment un marginal, le héros. Et donc, comme Patrice Jean avait aussi écrit sur le même sujet, vous êtes devenus amis, vous avez correspondu avec lui. Depuis, je crois, 2017, on s'était écrit sur messagerie, sur Messenger, et effectivement, une amitié est née de façon très spontanée. Et je dois dire que c'était avant qu'il publie L'Homme surnuméraire, et avant que je publie Vrai. Et il m'a fait lire, j'ai lu L'Homme surnuméraire et j'ai été bluffé, vraiment bluffé. Patrice Jean est un des grands romanciers actuels. Je pense que c'est absolument, et c'est un des meilleurs romanciers d'aujourd'hui. Ça, c'est évident. La correspondance entre vous et Patrice Jean a été publiée sous le titre Les Mauvais Fils. Les Mauvais Fils. En 2024. Alors, zut, parce que c'était ma prochaine question. Il y a une phrase là-dedans que je trouve très intéressante parce qu'elle elle vous définit bien. Donc c'est vous qui écrivez. Ceux que l'on dit de droite et qui croient l'être eux-mêmes, souvent ne sont rien d'autre que des réactifs. Ils réagissent contre les absurdités qu'ils voient et qu'ils entendent. Oui, il y a plus de gens réactifs que vraiment réactionnaires. Il y a peu de gens qui disent on veut retourner à la machine à la marine à voile, quoi. Enfin, c'est ridicule. Non, il y a beaucoup plus de gens qui réagissent, qui sont des réactifs, qui trouvent des choses absurdes et qui les formulent, mais plus que des vrais réactionnaires, je trouve. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans Underdog, ça commence par l'enfance, le Béarn, la galère de Stallone à New York, tout ça. Et puis à la fin, alors, c'est là où ça devient très réactif, parce que pour le coup, vous critiquez le capitalisme, vous critiquez le monde actuel, tout, le numérique, la digitalisation. C'est-à-dire que le personnage de Richard a participé à la déshumanisation du monde en inventant il n'a pas inventé, mais enfin en utilisant ce qu'on appelle le sans contact, tout ce qui déshumanise l'individu, tout ce qui fait que le client sait le service lui-même. Oui. Et il n'y a plus vous achetez un billet de train, vous faites tout en ligne, même une chambre d'hôtel, vous pouvez tout faire en ligne, vous rencontrez plus personne. Un jour, dans une journée, j'ai pris un billet de train, une chambre d'hôtel, je suis arrivé à l'hôtel le soir, il y avait un code pour ouvrir les portes, il y avait personne derrière on peut ne voir personne, sans voir un être humain. Je suis descendu au supermarché, c'est une caisse sans contact. C'est une pièce sans... Et j'ai vu personne pendant toute la journée. Et vous savez, j'ai pensé en lisant le livre, je me suis dit, je suppose que vous devez connaître et aimer Philippe Muret, grand essayiste, pamphlétaire, mais qui a essayé de se lancer dans les romans. Il a jamais vraiment, je trouve qu'il a jamais vraiment réussi à écrire un roman. Et si Philippe Muret avait écrit un roman, peut-être ça aurait été le vôtre. Enfin, il en a écrit un qui s'appelle On ferme, mais qui n'était pas... Je vous remercie d'abord, mais je pense qu'il aurait préféré écrire L'Homme surnuméraire. Je trouve que L'Homme surnuméraire concentre tout ce que Muret aimait. Oui, c'est vrai. Oui. C'est un très grand livre, L'Homme surnuméraire. Absolument. Et j'aimerais bien inviter Patrice Jean un jour. Mais pourquoi vous ne l'invitez pas? Vous ne l'avez pas invité encore? Pas encore, non, mais j'attends. C'est un scandale. Non, c'est un scandale. J'attends qu'il publie un nouveau roman. Et je ne sortirai d'ici que lorsque vous aurez pris un engagement à inviter Patrice Jean. Je m'y engage parce que vous êtes beaucoup plus baraqué que moi. Une autre phrase de vous. Ah non, c'est pas de vous, mais vous allez comprendre. Prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. Ça, c'est la SNCF, et j'en ai fait le titre d'un recueil de chroniques. L'intervalle entre le marchepied et le quai. Oui, mais là aussi, ça symbolise bien
Ouais. comment on infantilise le client. Exactement. On lui explique, attention. On va nous apprendre à marcher quand même. C'est quand même extraordinaire. Ouais. C'est tout cette politique du risque, de la vie sans risque. Vivre, c'est risquer quelque chose. Hein. On peut mourir du jour au lendemain. C'est la vie. C'est-à-dire que ça symbolise à la fois la surprotection et l'infantilisation. Et l'infantilisation, exactement. Autre phrase, une génération de charognards avait précédé la nôtre, elle avait saigné son père, elle allait se repaître de ses enfants, elle voulut les tuer pour ne pas se voir vieillir. Où avez-vous écrit cela? Il est possible que ce soit dans un livre qui s'appelle Une jeunesse les dents serrées. Exact. 2019. Mais il y avait la même idée dans Les Mauvais Fils, qui est un des thèmes de tout le livre. Et c'est vrai que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'imagine que vous êtes un peu classé comme écrivain de droite, disons. Mais là, vous dites exactement la même chose que Vanessa Schneider dans son dernier livre sur son père, où elle dit « il a voulu tuer à la fois le père et le fils ». Mais j'ai lu son livre et je me suis tout à fait retrouvé dans ce qu'elle dit, non pas dans sa familialement, mais je comprends très bien ce qu'elle a voulu dire. En fait, Vanessa Schneider, elle écrit dans Le Monde, elle n'est pas spécialement de droite. Vous voyez, je pense que ce que vous dites, en fait, c'est universel. C'est exactement. Cette idée qu'il y a une génération qui a... La droite et la gauche, je m'en fous, alors si vous pouvez savoir. Autre phrase, dans quel livre avez-vous écrit ça? J'ai remplacé mon âme par des bourrelets. C'est tellement moi, ça, en plus. Ça me décrit tellement, physiquement. Non, je ne serais pas permis. Je ne sais pas. J'ai remplacé mon âme par des bourrelets, c'est dans Underdog. Ah bon? Eh oui, c'est dans Underdog. C'est le personnage de c'est Simon. Ah, c'est Simon. C'est Simon. Ouais, parce que Simon il est obèse d'abord, et puis il est très laid, et il le sait, et il en joue. Et il est comparé à un crapaud très souvent. C'est l'animal fétiche de Richard. Alors aujourd'hui, c'est votre première apparition médiatique. Pour ce livre est sorti en janvier. Oui. Il a été salué par la critique littéraire. Franchement, vous avez eu de très beaux papiers un peu partout. Vraiment, la critique a été vraiment très bienveillante. Ouais. Et en revanche, pas encore d'invitation dans les médias. Ou alors vous refusez et vous avez accepté que pour moi. Bien sûr, je refuse toute compromission avec le système médiatique, bien entendu. Non, mais ils vont pas tarder. Dès que cette émission sera diffusée, je vous le souhaite. Les invitations vont pleuvoir. Votre livre le mérite vraiment infiniment. Non, mais c'est déjà énorme. Il y a eu vraiment des papiers incroyables. Ouais. Et moi, vous savez, je ne parle pas du vôtre par pudeur, mais... Non, mais j'étais très touché parce que j'ai fait un compliment, et je pense que c'est un vrai compliment dans mon papier. J'ai raconté comment j'ai lu le livre. Et donc, j'étais en vacances avec mes enfants, en Suisse, au sport d'hiver, et je lisais, je ne pouvais pas le lâcher. Je continuais d'avancer, et à un moment, mes enfants râlaient de pas me voir, parce que j'étais tout le temps plongé dans votre livre. Et donc, je me suis enfermé aux toilettes pour pouvoir finir Underdog, enfermé à clé. Et ça, vous avez compris que c'était un vrai, sincère compliment. Bien sûr. J'ai écrit à plusieurs correspondants pour leur dire je suis peut-être le seul auteur qui a réussi à enfermer Frédéric Laglaise dans les toilettes avec son livre. Ah mais non, parce que peut-être que personne n'y est jamais arrivé avant moi. Non, c'est difficile. Mais vraiment, j'avais très très envie d'avancer, de savoir ce qui allait arriver à Richard et de suivre et surtout cette espèce de plongeon en enfer de Stallone, quoi, et qui d'ailleurs a continué parce qu'après sa vie est compliquée, même après le succès, sa vie est très dure et très. Les divorces, puis en fait, il est très compliqué d'être. C'est son frère qui dit ça, Frank Stallone. Il est très compliqué d'être Sylvester Stallone quand on a eu 2 succès planétaires, Rambo et Rocky. Vous ne pouvez pas tourner ce que vous voulez. C'est faux de croire qu'on a tous les pouvoirs. Non, au contraire, vous êtes confinés. Les producteurs nous font confiance et ne misent de l'argent sur vous que si vous vous cantonnez dans ce que vous savez faire, le bas de plafond, qui a des gros muscles. Et d'autre part, Stallone a toujours dit, avec mon tour de biceps, je peux pas jouer Shakespeare. Mais il a fait qu'il connaît très bien Shakespeare. Mais il a fait un flic très émouvant dans Copland. Alors Copland, c'est cette espèce de film dans lequel il essaie de revenir au film d'auteur. Ouais. Et malheureusement, c'est un film qui n'a pas eu de succès. Il est revenu à des films d'action où tout le monde l'attend, quoi. Petit questionnaire final pour mieux vous connaître, mon cher Bruno Marsan. Alors, donc, les conseils de lecture, parce que comme vous avez longtemps été critique, vous êtes toujours critique littéraire? Ça m'arrive d'en faire, oui. Un livre qui donne envie de pleurer. Ah, alors j'en ai choisi 2.
parce que qui ont le même thème. C'est Tu verras de Nicolas Fargue et Winter is Coming de Pierre Jourde. Oui. C'est sur la mort d'un fils. Et ce sont 2 livres vraiment bouleversants. Et je trouve qu'ils ont en plus l'un est un récit autobiographique, c'est le livre de Pierre Jourde, et l'autre est un roman, c'est celui de Nicolas Fargue. Et je trouve qu'ils ont en plus, ces 2 auteurs, un point commun. On n'en parle pas assez. Je trouve qu'ils sont pas assez médiatisés par rapport au talent qu'ils ont. Oui. Je trouve ils sont minorés. Comment est-ce que c'est français ça? Non, mais, alors, par rapport à leur vrai talent, quoi. Je me permets de dire que j'ai été tous les 2 invités chez La Pérouse. Pierre Jourde et Nicolas Fargue sont venus. Donc, je ne regarde pas vos émissions, voilà. Je suis désolé, mais... Non, mais... Et en plus, Nicolas Fargue et Pierre Jourde aussi ont deux gros défauts. Ils sont très beaux. Nicolas Fargue, c'est une figure de mode. Il est beau, il a des yeux magnifiques. Mais franchement, c'est pour ça qu'il est pas assez connu. S'il était laid comme moi, ça marcherait pour lui. Non, mais il a un talent foot. Nicolas Fargue, il est capable de faire de la satire vraiment à hurler de rire, dans la ligne de courtoisie et des drames affreux, Tu verras, dont on sort vraiment bouleversé. Et son dernier livre où il va dans une prison pour écouter les prisonniers, parler aux prisonniers, c'est à la santé, je crois. C'est ça, c'est vraiment très bien aussi. Sans parler de Pierre Jourde, qui est un romancier monstre. Bien sûr, bien sûr. On n'a pas le temps d'en parler, mais c'est un grand romancier. Bien sûr. Et lui aussi pamphlétaire, littéraire. Un livre pour arrêter de pleurer. J'ai pensé à n'importe quel livre, mais peut-être le dernier, Le Temps des loups de Olivier Molin, parce que je trouve que c'est un auteur rabelaisien. Lui aussi, il a un talent fou, mais dans le genre prolifique, dans le genre comment on dit. Dans le genre rabelaisien, à la fois un peu célinien, avec des personnages complètement baroques, voire rococo. C'est un type incroyable. Hilarant. Il est hilarant. Et je pense que c'est un des meilleurs critiques français en plus. Je lis toujours ses critiques avec admiration, parce qu'il a un art de décomposer son article. Pour moi, c'est des modèles. Un livre pour crâner dans la rue. J'ai pensé à L'écrivain des ombres de Philippe Ross. Je trouve que c'est la classe. C'est bien. De toute façon, là maintenant, Philippe Ross, il est reconnu, il est accepté, c'est bien. Mais à juste titre. Un livre qui rend intelligent. Qui rend intelligent. On a parlé tout à l'heure, pour moi, c'est les exorcismes spirituels de Philippe Muret. Philippe Muret, oui. J'ai beaucoup appris en lisant du Philippe Muret. J'ai compris le monde dans lequel je vivais et que je ne m'expliquais pas en le lisant. Bon, évidemment, il a mauvaise réputation aussi. Non. Grâce à Fabrice Lucchini, maintenant, il est quand même un peu plus connu. Un livre pour draguer. Pour draguer? Oui, je sais pas. Peut-être que. Non, j'allais séduire, moi. Séduire. Je fais une différence. Séduire. Oui, ça peut marcher pour les deux. Comment rater complètement sa vie en 11 leçons de Dominique Noguez. Parce que je trouve que ça, ça fait un peu séducteur malgré lui, vous voyez. Oui, et puis ça permet d'engager une conversation. Exactement. C'est ça, Et puis c'est de l'autodérision, ça me plaît toujours, et à juste titre. Un livre que je regrette d'avoir lu. Ah mon Dieu, je ne sais pas si je vais oser. Ça va être de moi. Non, pas du tout, non, je dis plus jamais de moi de mes contemporains. Et je précise que je me suis cantonné d'ailleurs, pour éviter les propos un peu convenus, aux auteurs d'aujourd'hui ou morts récemment. Comme ça, c'est un peu plus... c'est le cimetière de Prague de Umberto Eco. Je le regrette parce que j'ai rien compris. Autant Le Nom de la Rose était réussi, autant après c'est devenu... quand c'est un vrai thriller moyenâgeux comme Le Nom de la Rose, c'est très bien, mais les autres, et notamment Le Cimetière de Prague... le Pendule de Foucault aussi. Le Pendule de Foucault, mais en fait il faudra enlever 300 pages. C'est compliqué. Ça n'empêche pas d'être un grand penseur. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai des remords. Mais un livre que je fais semblant d'avoir fini. Oui, parce que je me doute bien quand même que, étant landais, vous devez être un petit peu un arnaqueur. Je dis ça gratuitement. Ce sont les versets sataniques de Salman Rushdie. Oui, c'est difficile, oui. Voilà. Il faut le défendre par principe. Mais c'est exact, c'est pour ça que je l'ai lu. Mais sans le lire. Non, j'ai lu 50 pages, mais en fait, il y a des livres qui sont pas pour nous, quoi. Il y a des livres qui sont faits pour d'autres que nous. Il faut l'accepter. Ça n'implique pas le fait qu'il n'ait pas de valeur. Ça implique que moi, je n'ai pas la valeur pour l'apprécier. Le livre que j'aurais aimé écrire. L'homme surnuméraire.
sans hésitation. Oui. J'ai vraiment une grande admiration pour Patrice Jean d'abord, et ensuite pour ce livre, parce que sa construction, dont la construction est vraiment extrêmement est parfaite. Ouais. Et d'autre part, il y a toute une peinture du monde contemporain que j'aurais aimé avoir, une lucidité, et puis il y a... Une drôlerie. Une drôlerie, il est extrêmement drôle, Ouais. et il a surtout une autre grande qualité que je n'ai pas, il est pas méchant, c'est pas un mauvais comme moi. Et c'est pas un type qui... C'est pas un teigneux. Non, c'est pas un teigneux, non, c'est pas un landais, quoi. Quel est le pire livre que vous ayez jamais lu de votre vie, Bruno Marsan? Ressuscité de Christian Bobin. Est-ce que je dois expliquer? Je suis Aïe. désolé auprès Non, des auditeurs, mais non, je peux vraiment pas. Là. Il est très respecté depuis sa mort. Mais c'est vrai que... Même avant, hein, Oui. c'était un saint, quoi. Oui. Avec sa Et ressource. parce que vous trouvez quoi? C'est niais? C'est quoi? C'est la- obscène, pour moi c'est obscène. Ah bon? Ouais. C'est l'obscénité en livre. Hein, Attention, vous allez avoir trop de Ouais, problèmes. je sais. Oui. Il est un peu vous l'avez remarqué? Il est un peu Oui. dedans. Oui. Bah, Je sais plus comment je l'ai appelé. les bons sentiments, quoi, c'est ça. Oui, Vous n'aimez pas non, ça. c'est trop, quoi, Oui. c'est trop. Oui. Et enfin... C'est la poésie du rhododendron, un peu, vous voyez, c'est... Oui, ça dépend des livres, encore une fois. C'est comme Umberto Eco, il y a des livres de Christian Bobin qu'on peut peut-être Mais il y a sauver. il y a beaucoup de lecteurs qui aiment beaucoup de livres de Christian Bobin, mais moi je ne suis pas fait pour ces livres-là. Voilà. Ça ne veut pas dire du tout que c'est un mauvais auteur. Ouais. Moi je trouve ça trop sucré. Oui. Et enfin, dernière question, Bruno Marsan, la question Fahrenheit 451. Imaginez un monde où les livres sont brûlés par les pompiers, interdits, et vous devez en apprendre par cœur un qui deviendra votre nom et que vous réciterez pour le sauver pour les générations futures. Alors lequel? Renaître de Suzanne Sontag. Ça, c'est très surprenant. Oui. Ce sont ses carnets intimes, son journal, et particulièrement le premier volume, il y a 3 volumes, particulièrement le premier volume, c'est son journal de jeunesse, où on voit l'éveil au cérébral, enfin à la vie intellectuelle, ses doutes, sa vocation, et je trouve que si je devais sauver quelque chose, c'est un écrivain en formation. Voilà. C'est exceptionnel parce que je vous imagine dans une forêt landaise, au milieu des pins, et on va vous voir et on dit, lui, il s'appelle Suzanne Sontag. Et c'est vrai que c'est un peu décalé. Je suis un lecteur, je crois que j'ai tout lu de Suzanne Sontag, c'est un de mes auteurs favoris. Ouais. Ben, merci beaucoup de... Et c'est une américaine. Bien sûr, très grande écrivain. Non, c'est vraiment comme romancière, comme penseur, comme son livre sur la photographie est extraordinaire. Merci infiniment Bruno Marsan. J'espère remercie. que j'ai aidé à vous faire connaître Bruno Marsan et Bruno Laforcade, les deux. Merci beaucoup. Pour le même prix. Montrez à la caméra Underdog, s'il vous plaît. Où est la caméra? C'est important. Voilà, c'est aux éditions Séguier. C'est vraiment la révélation de 2026. Et je précise que la photo, c'est Stallone en 72, photographiée par Sacha Zack, sa première femme. Ah oui, attendez. Et il est en train d'écrire on n'en a pas parlé, il est en train d'écrire son seul roman. Avant d'être scénariste, il était romancier. D'accord. Ah oui. Et il est sorti, le livre de Stallone? Il est sorti en Amérique, aux États-Unis, il a eu aucun succès. Et je suis le traducteur du roman qui n'a pas trouvé encore d'éditeur. Ah, d'accord. Vous allez jusqu'au bout dans la passion. Je suis quoi. fou. Merci beaucoup. Chers amis, écoutez, bonsoir. N'hésitez pas à cliquer partout, bien sûr. Cette émission dépend de vous, en réalité. Si vous nous aidez, alors nous vous aiderons à connaître des auteurs comme Bruno Marsan. N'oubliez pas que la lecture est à l'esprit, ce que le sport est au corps. Bonsoir. La fin est importante. Très bien. Ah oui, la fin est importante.